Imaginez un vaste Sahara, mais verdoyant, couvert de pâturages, traversé par des rivières. Ici, il y a plus de 3000 ans, des hommes et des femmes bâtissaient des villages de pierre dressés sur des falaises. Nous sommes au Dar Tichit, en actuelle Mauritanie. Bien avant l'empire du Ghana, bien avant les grands royaumes et empires soudano-sahéliens, une civilisation originale s'est épanouie ici, au cœur des falaises. Des cités entières, des greniers à 1000, des murs de pierre qui témoignent d'une organisation sociale impressionnante. Qui étaient ces bâtisseurs oubliés? Pourquoi ont-ils choisi ces falaises? Et surtout, que reste-t-il de leur héritage dans les cultures ouest-africaines d'aujourd'hui? Bienvenue dans ce voyage au cœur du néolithique ouest-africain et des premières civilisations des Dars, ici, dans la chaîne Al-Takrouri. Les Dars ou falaises sont situés dans les régions sud-est et centre-sud de la Mauritanie et s'étendent sur 800 km. Les Dars, Dar Tichit, Dar Walata et Dar Tagant de la Mauritanie sont situés au nord du fleuve Sénégal, entre la dépression du Hod et le plateau du Tagant. Dar Nema et Dar Tichit sont des escarpements majeurs en Mauritanie. D'est en ouest, Dar Nema, Dar Walata, Dar Tichit et Dar Tagant ont une forme semi-circulaire autour du Hod, qui, avant 4000 avant notre ère, était une zone avec des lacs de taille considérable et après 1000 avant notre ère, était une zone qui était de plus en plus asséchée. Sous l'ère coloniale, dans les années 1910, les fouilles archéologiques au sud-est de la Mauritanie ont conduit à la découverte d'imposantes ruines d'habitants en pierre sèche, témoins d'un ancien foyer de peuplement. Il s'agit du fameux site de Dar Tichit. La datation au carbone de vestiges donne une large fourchette de l'occupation néolithique de la zone, allant de 3850 à 250 avant notre ère. Dans les années 20, une décennie après la découverte des ruines, l'historien Douja Dampo traçait déjà les grandes lignes des implications de la vie néolithique de ce site. Tout semble indiquer, dit-il, l'existence d'une population fort dense et sédentaire qui ne pourrait évidemment pas subsister actuellement dans cette région désertique. Elle n'y trouverait plus ni l'eau nécessaire à ses besoins, ni les éléments matériels d'une industrie aussi importante que comportent les débris de poterie qui pavent le sol. Cette région devait posséder autrefois, dans les taillertes des puits aujourd'hui disparus avec l'abaissement de la couche aquifère et les dunes, étaient certainement plus boisées qu'elles ne le sont aujourd'hui. L'historien Augustin Holl nous donne un aperçu du relief et de la faune de la région en ces temps-ci reculés. Il apparaît, dit-il, qu'au cours de l'occupation néolithique, la région était couverte d'une savane avec une faible strate arborée. Dans ce milieu, vivaient des troupeaux de bovidés tels des hippotragues, des élans, les grandes et les petites gazelles, des animaux aquatiques tels que la perche du Nil. On était donc loin du paysage saharien sec et désertique d'aujourd'hui. Il est établi de longue date qu'avant sa désertification, le Sahara a été un endroit propice aux installations humaines à grande échelle, disposant de cours d'eau et d'une abondante végétation. C'est donc à cette époque que se situe l'établissement de grands villages tels Dar Tichit, témoins d'une société qui s'organise et se complexifie. On assiste à l'émergence des activités phares du néolithique, précurseurs de l'apparition des premières civilisations de l'histoire. C'est dans ce milieu que se sont développées des communautés d'agropasteurs néolithiques qui cultivaient du mil chandelle, élevaient des bovins, des ovins, des caprins et complétaient leur subsistance par la chasse, la pêche et la cueillette des fruits et graines sauvages. Le mil était déjà présent en Afrique de l'Ouest néolithique, preuve que sa consommation est ancienne. L'agriculture, la chasse, la pêche et la cueillette sont les apanages des sociétés sédentaires. La vie en communauté fixée était donc déjà présente avant l'émergence des premiers pouvoirs politiques, tels le royaume puis empire de Ouagadougou, plus connu sous le nom d'empire du Ghana. Dans ces agropasteurs, peut-être peut-on reconnaître les ancêtres ou proto-peuples des nomades éleveurs du Sahel, tels les Peuls. Revenons-en au site de Dar Tichit en lui-même. La construction en pierre, ressource abondante dans cet environnement, a facilité l'identification de la configuration de Dar Tichit. Ce sont ces ruines, 43 sites à Dar Tichit au total, leur agencement, leur délimitation, qui ont permis d'envisager ces anciens habitants en une communauté organisée. À l'échelle du site, qui peut être conçu comme le reste matériel d'une communauté, la distribution des enclos et surtout la régularité de la présence d'au moins 2 unités d'habitation à l'intérieur de chacun d'eux
ont permis de déduire, à l'échelle de la longue durée, la cohabitation de plusieurs familles élargies. L'extension de l'espace habité est probablement due à l'accroissement démographique. L'idée d'une société segmentée en familles élargies, avec une organisation rationnelle de l'espace, transparaît donc de ces découvertes. Les communautés sédentaires commencent à émerger partout sur le globe au néolithique. Et comme à Dar Tishit, l'activité agricole permet un net accroissement de la population bien nourrie. Les fouilles archéologiques, menées des années 60 jusqu'en 2010, ont confirmé l'intuition de Douja Dampo et l'on sait maintenant que les falaises des marches de la couverte du Hod en Mauritanie sud-centrale ont été colonisées par des communautés d'agropasteurs néolithiques au cours de l'Holocène final à partir de 2500 à 2000 avant notre ère. Nous avons ainsi une datation pour l'implantation des premières sociétés architectes de ces habitats en pierre sèche. Quant à l'explosion démographique provoquant la fondation de nouveaux foyers de peuplement, elle est située entre 600 et 300 avant l'ère chrétienne. La phase finale de 600 à 300 avant notre ère connaît une importante expansion de la population, marquée par la fondation de près de 72 hameaux. On note aussi une organisation de l'espace régional en sous-entités, comme pour toute société sédentaire organisée. La région est désormais subdivisée en sous-ensembles, articulés chacun autour d'un grand village dont la superficie va de 5 à 18 hectares. Dakhlet et Atrous 1 et 2 au centre atteignent 95 hectares avec 600 enclos organisés autour de 2 tumuli non fouillés. Pendant cette phase finale, Dar Tishit et Walata comptent 90 villages construits, répartis en sous-ensembles et présentent des différences de taille remarquables. La culture pastorale comprenait une stratification sociale, comme en témoignent les objets somptueux, par exemple des perles, des bracelets, des hachettes et des haches en pierre brillante trouvées dans les tumuli. En 2000 avant notre ère, alors que l'aridification suivait l'optimum climatique de l'Holocène, les pasteurs étaient devenus des agropasteurs et avaient établi la tradition tichite dans les zones de peuplement mauritaniennes du Dar Tishit, Dar Walata et Dar Nema, basées sur une économie hiérarchisée composée de pastoralisme, d'agriculture, par exemple le mil, et la taille de pierre, par exemple l'architecture. Dans la région sahélienne de l'Afrique de l'Ouest, la céramique, de la roulette à cordes de la tradition Dar Tishit, s'est développée et a persisté parmi l'architecture à murs de pierre sèche. Sur la base de la présence d'une quantité abondante d'espaces clos pouvant avoir été utilisés pour enclore le bétail et de centaines de tumuli, la propriété intergénérationnelle et la richesse du bétail peut avoir fait partie de la culture tichite. Les rues planifiées et planes s'étendaient sur plusieurs centaines de kilomètres parmi les 400 villages, hameaux et villes construits en pierre sèche. Les principaux points d'entrée des résidences, avec des rampes d'accès et des tours de guet, étaient également présents à but défensif. À Dar Walata et Dar Tishit, des piliers, des dalles et des blocs de pierre, environ plusieurs centaines au total, sont fréquemment disposés et alignés en 3 rangées de 3. Ces pierres érigées peuvent avoir servi d'échasses pour les greniers. Il y avait aussi des jardins et des champs situés dans une enceinte fortifiée, comprise entre 9 et 14 hectares. À Dar Nema, il y a aussi des greniers sur pilotis, de la poterie et des outils utilisés pour le fraisage. À Dar Walata et Dar Tishit, le cuivre était également utilisé. La métallurgie du fer peut s'être développée avant la seconde moitié du premier millénaire avant notre ère, comme l'indique la poterie datée environ 800 avant notre ère et 200 avant notre ère. La civilisation Tishit à Dar Nema, Dar Tagant, Dar Tishit et Dar Walata comprenait une structure sociale hiérarchique à 4 niveaux. L'agriculture céréalière, la métallurgie, de nombreuses tombes funéraires et une tradition d'art rupestre. La tradition urbaine tichite a peut-être été la première société à grande échelle et organisée de manière complexe en Afrique de l'Ouest, et une des premières civilisations du Sahara qui a peut-être servi de tremplin à la formation de l'État en Afrique de l'Ouest. Par conséquent, l'urbanisme basé sur l'État dans le Niger moyen et l'Empire du Ghana s'est développé entre 450 et 700 avant notre ère. On peut affirmer avec certitude que ces sociétés constituaient l'embryon des futures formations politiques de l'Afrique de l'Ouest, car les villages de familles élargies ont laissé des traces archéologiques de concurrence pour le contrôle des ressources. La pression démographique combinée à la détérioration climatique a pu engendrer des conflits, puisque dans le Dar Tishit, les grandes villes de l'Ouest,
Akrejit, Shepka et Chimia, sont entourés de murs. Ce n'est donc pas un hasard si cette zone des premières organisations politiques de l'Afrique occidentale a plus tard été englobée dans le premier empire de la région, le royaume, puis État impérial du Ouagadou, ou Ghana des textes arabes. Au cours de la deuxième moitié du premier millénaire avant notre ère, des communautés d'agro-pasteurs néolithiques se sont organisées en collectivités sociopolitiques supralocales, articulées autour de villages centraux de tailles différentes. Il s'agissait probablement de petites chefferies, indépendantes et rivales, qui se sont effondrées suite à la brutale accentuation de l'aridité autour de 400 et 300 avant Jésus-Christ. Les populations ont alors adopté un mode de vie de pastoralisme nomade pendant quelques siècles, avant de se sédentariser à nouveau et de former le royaume de Ghana au cours du premier millénaire. Les populations néolithiques de la région du Dartichit peuvent donc, à la lumière de ces informations, être qualifiées de peuples proto-soninké et très certainement, d'une manière plus générale, de peuples proto-sahéliens, incluant nombre d'ethnies aujourd'hui présentes dans cette zone qui se sont d'abord installées dans un Sahara vert avant de migrer, à cause de l'assèchement de la zone, vers les vallées fertiles du Sénégal et du Niger, où se développeront des États contemporains plus puissants du Ouagadou, à savoir le Gao, le Mandé, le Tekrour, le Silla et bien d'autres. Alors que nous refermons le chapitre de Dartichit, il devient clair que ces villages anciens n'étaient pas de simples habitations éparses, mais les témoins d'une organisation sociale et d'un savoir-faire exceptionnel. Dans ces paysages façonnés par la pierre sèche, les habitants avaient su harmoniser leurs besoins quotidiens avec les contraintes de l'environnement sahélien, inventant des techniques de construction et d'agriculture qui leur permettaient de prospérer dans un climat parfois difficile. Chaque maison, chaque rue rectiligne, chaque tumulus racontait l'histoire d'une communauté consciente de ses ressources et de ses limites, mais aussi de son ambition collective. Nous avons vu les hommes et les femmes du Dartichit exceller dans des métiers divers, potiers, forgerons, tisserands, bergers, et observer comment ces savoir-faire se transmettaient de génération en génération, consolidant l'identité culturelle et civilisationnelle du Dartichit. Les fresques de la vie quotidienne, les échanges entre villages et même les débuts des migrations témoignent d'une dynamique humaine déjà complexe, où la coopération, le commerce et la mobilité façonnaient les relations entre les communautés. C'est ici que se dessine un premier lien entre les sociétés néolithiques et les grands ensembles urbains qui allaient émerger plus tard dans la région sahélienne. Au fil de notre exploration, nous avons également suivi les flux de migration, des déplacements dictés par le climat, les ressources et les opportunités commerciales qui ont progressivement relié Dartichit à des réseaux plus vastes. Ces mouvements de population ont été les prémices d'une véritable transformation culturelle, civilisationnelle et politique, jetant les bases des futurs États sahéliens médiévaux. Les caravanes, les marchés, les armées et les cités fortifiées que nous avons aperçues ne sont pas des inventions, mais la continuation de traditions nées dans ces villages anciens, une preuve tangible que chaque pierre, chaque rue et chaque savoir-faire a contribué à façonner l'histoire de la région sahélienne. En fin de compte, Dartichit nous rappelle que l'histoire ne se limite pas aux grandes capitales ou aux conquérants célèbres. Elle se trouve aussi dans la minutie des villages, dans la vie quotidienne de leurs habitants et dans les innovations qu'ils ont laissées en héritage. Chaque mur de pierre, chaque champ labouré, chaque poterie façonnée à la main témoigne de la capacité humaine à créer, organiser et transmettre. Comprendre la civilisation d'Dartichit, c'est comprendre les fondations mêmes de la civilisation soudano-sahélienne, c'est voir comment des sociétés anciennes ont su inventer leur monde, anticiper les défis et préparer le terrain pour les grands États à venir. Ainsi, en quittant ces ruines et ces villages reconstitués dans notre imagination, nous emportons avec nous non seulement la connaissance de leur existence, mais aussi l'émerveillement devant l'ingéniosité et la résilience d'un peuple qui a su transformer la pierre et la terre en un héritage durable, un héritage qui continue de parler à travers les siècles et de nourrir notre compréhension de l'Afrique ancienne. Voilà, Salam Metakouri. Voici donc la toute première vidéo de la chaîne et j'attends avec impatience vos critiques et suggestions dans les commentaires pour m'aider à m'améliorer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo autour de vous, sur vos réseaux, pour donner plus de visibilité à l'histoire soudano-sahélienne qui est malheureusement trop peu présente sur YouTube. Merci et à la prochaine, Inch'Allah, pour une autre page d'histoire du Bilad Takrour.